Un millionnaire a humilié la serveuse du restaurant, mais quand il a vu le collier qu'elle portait, il a failli s'évanouir. C'était le même que celui de sa sœur disparue il y a 7 ans. Lyon, une fin d'après-midi d'automne, les feuilles dansaient au rythme du vent froid, tandis que les gens pressés passaient devant la devanture modeste du café du coin. Théo Laurent, 35 ans, descendit d'un SUV noir brillant, le pas rapide, l'expression fermée. Vêtu d'un costume taillé sur mesure et d'un manteau en cachemire italien, il ne semblait pas à sa place dans ce quartier populaire. Il poussa la porte du petit restaurant avec agacement, visiblement perturbé. Il était venu à Lyon pour une réunion cruciale, mais les négociations avec des investisseurs asiatiques avaient tourné au désastre. Les clauses d'exclusivité sur ces hôtels de luxe avaient été mal interprétées, et les contrats risquaient d'être annulés. Le déjeuner d'affaires prévu fut annulé. Frustré, il s'était retrouvé à errer dans les rues jusqu'à ce que, par pure nécessité, il entre dans cet établissement à l'opposé de ses habitudes raffinées. À l'intérieur, quelques tables en bois usées, des nappes simples, une odeur de soupe chaude. Derrière le comptoir, une jeune femme essuyait des verres avec une aisance tranquille. Elle leva les yeux, sourit poliment et s'approcha. Elle portait un tablier vert foncé noué autour de sa taille, ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon flou et son regard franc dégageait une certaine douceur. « Bonjour, installez-vous où vous voulez », dit-elle. Théo ne répondit. Pauseuse. Il s'assit à une table près de la fenêtre, sortit son téléphone, pianota avec nervosité. La jeune femme vint poser le menu devant lui. « Voici la carte du jour. Si vous avez des allergies ou des préférences, je prendrai une salade niçoise, mais sans œufs, ni anchois, ni poivrons, et la vinaigrette à part, ordonna-t-il, sans lever les yeux. Elle nota calmement. Très bien, ce sera prêt dans quelques minutes. Mais Théo, déjà irrité, sentit l'agacement monter. La nappe avait une tache, le sel collait, la musique était trop douce à son goût. Quand l'assiette arriva, il poussa un soupir exaspéré. C'est une blague. Il y a des morceaux de tomates. J'ai dit, pas de poivron. Vous ne savez pas faire la différence. Et cette vinaigrette, elle est déjà versée. C'est tellement compliqué de suivre une instruction simple. La jeune femme, sans se démonter, répondit « Vous n'avez pas mentionné les tomates. Mais je vais vous refaire l'assiette, monsieur. Évidemment que j'ai parlé des tomates. C'est logique, non? Vous travaillez ici depuis combien de temps? 1 mois? 2? Vous êtes étudiante? Non? Même pas ça. Intéressant, murmura-t-il avec un sourire en coin sarcastique. Il la regarda de haut en bas, détaillant son apparence avec mépris. C'est effrayant, vraiment. Vous avez choisi ce métier? C'est votre ambition dans la vie? Servir des gens que vous ne comprenez même pas? Elle ne répondit pas. Elle reprit l'assiette, le visage impassible. Mais en tournant les talons, une lueur blessée passa dans ses yeux. Théo soupira, tapotant nerveusement sur la table. Il se sentait supérieur, maître du monde. Depuis l'enfance, on lui avait appris que l'argent était pouvoir, que la réussite justifiait tout. Son père, disparu depuis 5 ans, avait bâti un empire hôtelier que Théo dirigeait maintenant d'une main ferme. Mais il n'avait jamais appris à écouter, encore moins à respecter ceux qu'il jugeait inférieurs. Elle revint quelques minutes plus tard, silencieuse, posant l'assiette sans un mot. C'est alors que quelque chose attira son regard. Un éclat discret, juste sous la gorge de la serveuse. Un collier, simple mais d'un style particulier. Une fine chaîne argentée et un pendentif en forme de tulipe légèrement oxydé. Le cœur de Théo manqua un battement. Ce n'était pas n'importe quel bijou, c'était exactement le même que portait Camille, sa sœur cadette, disparue il y a 7 ans dans des circonstances floues, presque oubliées. Il fixa le pendentif, incapable de détacher ses yeux. Son esprit tourbillonnait, projeté brutalement dans un passé qu'il croyait enfoui. Et tout à coup, le luxe, la frustration, la colère, tout cela ne comptait plus. Quelque chose de bien plus grand venait d'être réveillé. Le regard de Théo restait rivé sur le pendentif. Ce n'était pas une simple ressemblance ou une illusion due à l'émotion. Il connaissait chaque courbe, chaque rayure de ce bijou. Il l'avait vu 1000 fois autour du cou de Camille, sa sœur, avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces. Le collier avait été fait sur mesure par un artisan parisien, à la demande de leur père, pour célébrer les 18 ans de Camille. Il n'en existait qu'un. Théo en était sûr. Il sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Son esprit,
encore bouillonnant de colère il y a quelques minutes, se figea dans un mélange de confusion et de choc. Il se redressa légèrement sur sa chaise, ses doigts crispés sur le bord de la table. La serveuse, Élodie, comme l'indiquait le badge accroché à son tablier, continuait son service, ignorant le trouble qu'elle venait de provoquer. Elle passa d'une table à l'autre avec calme, déposant des plats, souriant aux habitués. Ce naturel, cette simplicité. Comment une inconnue pouvait-elle porter ce collier? Théo ne tenait plus en place. Lorsqu'elle revint avec la note, il la fixa intensément, oubliant toute retenue. Ce bijou, où l'avez-vous eu? Élodie s'arrêta, surprise. Elle suivit son regard jusqu'à son cou, puis ramena instinctivement la main sur le pendentif. Celui-ci, il est vieux, je sais. Ce n'est pas un modèle très élégant, répondit-elle, sur la défensive. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux savoir où vous l'avez eu. Il avait baissé la voix, mais son ton restait dur. Élodie fronça les sourcils. C'est une vieille dame qui me l'a donné quand j'étais adolescente. Je vivais dans un orphelinat à Bordeaux. Elle venait parfois faire du bénévolat. Un jour, elle m'a offert ce collier sans dire grand-chose. C'était étrange, mais je l'ai gardé. Il me calmait. Théo se redressa encore davantage, son esprit carburant à toute vitesse. Bordeaux. Camille avait disparu lors d'un voyage en voiture entre Paris et la côte atlantique. Son dernier appel datait de ce même trajet. Et voilà que cette serveuse, dans un restaurant de quartier à Lyon, portait le même bijou, reçu d'une vieille femme dans un orphelinat à Bordeaux. Comment s'appelait cette femme? Je ne sais pas, elle ne venait pas souvent. Une bénévole, pas du personnel fixe. Elle disait s'appeler Marianne, je crois. Mais je n'en suis pas sûr. Pourquoi toutes ces questions? Ce collier appartenait à ma sœur, Camille Laurent. Elle a disparu il y a 7 ans. Et ce bijou, il a été conçu spécialement pour elle. Il est unique. Élodie recula légèrement, déroutée. Écoutez, je ne sais rien de votre sœur. Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai grandi dans un orphelinat, monsieur, pas dans une famille de riches. La tension monta entre eux. Théo, pour la première fois depuis longtemps, ne savait pas quoi dire. Il se sentait désarmé et presque vulnérable. Ce collier, cette coïncidence, ce n'était pas une blague. Il devait y avoir un lien. Vous avez des papiers? Une date de naissance officielle? Des archives? Elle croisa les bras, vexée par le ton de l'interrogatoire. J'ai ce que l'orphelinat m'a donné. J'ai été laissé là à 12 ans. Sans papier, sans explication. Le nom Élodie m'a été attribué. Avant ça, c'est le flou. Les pièces du puzzle flottaient devant Théo, sans s'emboîter. Le collier, l'orphelinat, la perte de mémoire, l'anonymat. Trop d'éléments pour être une simple coïncidence. Mais il voyait bien qu'Élodie n'avait aucune idée de ce qu'elle portait autour du cou. Elle ne savait pas que ce bijou, ce petit objet banal pour elle, était la clé d'un drame familial que personne n'avait jamais su résoudre. Il baissa les yeux vers la table, le souffle court. Les années de silence, de supposition, de culpabilité silencieuse revinrent l'assaillir. Il avait perdu Camille une première fois. Et si elle avait été là tout ce temps? Sous un autre nom, une autre vie? Mais il ne pouvait pas encore tirer de conclusion. Il devait creuser. Il devait savoir. Élodie, mal à l'aise, fit un pas en arrière. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous êtes si bouleversé, mais je n'ai rien à voir avec votre histoire. J'ai eu une vie difficile, moi aussi. Alors si c'est tout? Elle s'éloigna, disparaissant derrière le comptoir. Théo resta figé, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un problème d'affaires qu'il devait résoudre. C'était une énigme bien plus intime. Et elle portait une tulipe d'argent autour du cou. Le lendemain matin, Théo Laurent n'était plus l'homme inébranlable de la veille. L'image d'Élodie avec ce pendentif suspendu à son cou hantait son esprit comme un fantôme revenu du passé. Assis dans la suite de son hôtel à Lyon, il observait son reflet dans la baie vitrée. Sa mâchoire serrée trahissait une tension intérieure qu'il n'arrivait pas à apaiser. Il se repassait les paroles d'Élodie, sa surprise, son ton défensif. Elle ne mentait pas. Il l'aurait senti. Et pourtant, elle portait ce collier. Sans perdre de temps, il décrocha son téléphone et appela l'un de ses assistants personnels à Paris. Il lui demanda de retrouver toute information disponible sur les orphelinats de Bordeaux, notamment ceux ayant accueilli des enfants sans identité précise autour de 7 ans auparavant. Le ton de sa voix ne laissait place à aucun doute. C'était une priorité absolue.
Quelques heures plus tard, les premiers résultats tombèrent. Il y avait bien un établissement, le foyer Saint-Clément, qui avait accueilli une adolescente sans papier ni dossier médical en septembre, précisément 7 ans plus tôt. L'entrée de cette jeune fille avait été notée de manière sommaire. Jeune fille trouvée par une femme non identifiée, environ 12 ans, traumatisée, incapable de se souvenir de son nom ou de son origine. Baptisée Élodie par le CRAE. Personnel. Théo sentit sa gorge se nouer. C'était trop précis pour être une coïncidence. Camille avait 19 ans lorsqu'elle avait disparu. Si elle avait été blessée, désorientée, oui, elle aurait pu être prise pour une adolescente plus jeune. Et si après l'accident, elle avait perdu la mémoire? Si elle avait été confiée à cet orphelinat sous une fausse identité, laissée là pour être oubliée? Il se rendit immédiatement à Bordeaux, déterminé à obtenir plus de détails. À son arrivée au foyer, il fut accueilli avec méfiance par la directrice actuelle, une femme stricte nommée Madame Lemoine. Elle reconnut le nom d'Élodie, mais refusa d'entrer dans les détails sans autorisation. « Monsieur Laurent, ce sont des dossiers sensibles. Si cette jeune femme souhaite vous parler de son passé, cela doit venir d'elle, pas de nous. » Mais Théo, obstiné, ne comptait pas reculer. Il parvint à convaincre un ancien employé du foyer, désormais à la retraite, de le rencontrer. Dans un petit café près de la Garonne, l'homme, prénommé Didier, se souvint parfaitement d'Élodie. Elle est arrivée tard un soir, apportée par une femme d'un certain âge. On aurait dit une médecin ou une infirmière. La fille était couverte d'ecchymose, le regard vide. Elle ne parlait presque pas. Quand on lui posait des questions, elle se fermait. « A-t-elle jamais parlé de souvenirs? D'un frère? D'une famille ?» demanda Théo avec fébrilité. « Non, jamais. Elle avait des cauchemars, cela oui. Elle criait parfois la nuit, appelait un prénom. Théo, je crois. Mais vous savez, les enfants inventent souvent des choses pour se rassurer. » Ce détail frappa Théo comme une gifle. Le prénom crié dans la nuit. Il sentit une douleur sourde au creux de la poitrine. Il n'était plus question de doute. Il devait savoir la vérité. Mais il comprenait aussi que forcer Élodie ne mènerait à rien. Elle ne se souvenait de rien. Elle ne voulait peut-être pas se souvenir. Il retourna à Lyon plus troublé que jamais. Il passa de longues minutes devant le café du coin, observant l'entrée sans oser rentrer. Finalement, il franchit la porte. Élodie était là comme toujours, en train de prendre des commandes. Elle le vit, se crispa, mais ne dit rien. Il s'assit à la même table. Lorsqu'elle s'approcha, il leva la main pour la devancer. « Je ne suis pas venu me disputer, ni vous accuser. J'ai été voir l'orphelinat, je sais ce qu'ils ont noté. Et je pense que vous pourriez être Camille, ma sœur. » Elle recula légèrement, son visage se durcissant. « Vous êtes fou. J'ai toujours été Élodie. Je n'ai pas de souvenirs d'avant mes 12 ans. Rien. Juste des flashs, des images qui ne veulent rien dire. Un miroir brisé, une voiture, des cris, et puis le noir. » Elle baissa les yeux vers son collier. « Ce bijou est la seule chose qui m'a suivi depuis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Il m'a toujours semblé familier, rassurant. » Théo sentait que la glace commençait à fondre lentement. Il s'efforça de garder une voix douce. « Je ne vous demande pas d'y croire tout de suite, mais laissez-moi essayer de comprendre, de chercher. Si ce que je soupçonne est vrai, alors vous n'êtes pas seul. » Elle le regarda longuement, partagée entre la peur et une curiosité qu'elle ne pouvait plus nier. « Et si vous vous trompez, si je ne suis pas cette Camille, alors je ferai mes excuses et je vous laisserai tranquille. Mais si vous l'êtes, alors je vous retrouverai, même si vous ne vous souvenez pas encore de moi. » Il se leva, la salua avec un calme inattendu et sortit. Cette fois, sans arrogance. Élodie resta figée quelques secondes, le collier entre les doigts. Pour la première fois, elle se demanda « et s'il avait raison ?» Les jours suivants furent marqués par une tension sourde. Élodie continuait son travail au café du coin, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de Théo résonnaient sans cesse dans sa tête. « Tu pourrais être Camille. » Impossible. Et pourtant, chaque fois qu'elle touchait le pendentif, quelque chose en elle frémissait. Une sensation indéfinissable entre peur et familiarité. Elle commença à faire des recherches. Sur son téléphone, tard le soir après le service, elle tapait des mots-clés: Camille Laurent disparu, famille Laurent Hôtel, accident jeune fille Paris-Bordeaux. Les résultats ne tardaient pas. Articles de presse, vieilles photos, témoignages laconiques, une disparition classée.
mystérieuse, jamais élucidée. Camille, fille d'un magnate de l'hôtellerie, évaporée sans témoin. Un nom récurrent apparaissait dans les commentaires. Théo Laurent, le frère. Elle agrandit une photo. Théo, plus jeune, posait avec une adolescente aux longs cheveux châtains. Camille. Elle observa son propre visage dans le miroir, tourna, la tête de profil plissa les yeux. Ce n'était pas flagrant, mais il y avait quelque chose. De son côté, Théo poursuivait son enquête. Il savait que les souvenirs ne suffisaient pas. Il lui fallait des preuves, des faits tangibles, mais avant cela, il devait comprendre. Pourquoi Élodie avait-elle été laissée à Bordeaux? Et surtout, qui l'y avait amenée? Il retourna une nouvelle fois au foyer Saint-Clément et interrogea discrètement des anciens dossiers. L'un d'eux mentionnait une adresse approximative laissée par la mystérieuse Marianne, la femme qui avait déposé Élodie. En suivant cette piste, Théo retrouva une maison modeste en bordure de la ville, aujourd'hui vide. La voisine, une vieille dame, se souvenait de l'ancienne occupante. Une femme discrète, médecin, je crois. Elle recevait peu de monde, sauf une fois, une jeune fille blessée, elle est restée quelques jours. Ensuite, la femme a disparu. On n'a plus entendu parler d'elle. Théo sentit que la vérité s'approchait, mais restait encore hors de portée. Pourtant, un détail l'obsédait. Pourquoi sa propre mère, Madeleine Laurent, n'avait jamais voulu parler du passé de Camille? Pourquoi avait-elle évité toute évocation de ce drame familial pendant des années? Il décida de l'affronter. À Paris, dans l'immense maison familiale aux allures de musée, Théo retrouva Madeleine dans le jardin d'hiver en train de lire comme toujours. Sa mère, une femme d'élégance froide, à la voix posée et au regard calculateur, le reçut avec distance. « Encore à fouiller de vieilles blessures ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Ce ne sont pas des blessures, maman, c'est une vie. Camille pourrait être en vie, et je crois l'avoir retrouvée. » Elle ferma le livre, lentement. « Ne recommence pas. Nous avons enterré cette histoire, littéralement. Et si nous avions enterré la mauvaise chose, une illusion, un mensonge ?» Il lui parla d'Élodie, du collier, de l'orphelinat, mais à chaque mot, le visage de Madeleine se fermait davantage. « Tu cherches un fantôme. Tu t'accroches à la culpabilité, Théo. Tu n'as jamais su la protéger. Ce coup bas, lui, coupa le souffle. Tu crois que je l'ai laissée partir, que je l'ai poussée à disparaître? C'est toi qui refusais de la comprendre. Elle étouffait ici. Elle voulait autre chose que cette cage dorée. Et tu n'as jamais voulu la voir. » Un silence lourd s'installa. Madeleine se leva lentement. « Si tu veux salir la mémoire de ta sœur avec des illusions, fais-le loin de moi. Elle est morte, depuis longtemps, accepte-le. » Mais Théo ne pouvait plus reculer. Cette résistance de sa mère confirmait une chose, elle savait quelque chose, et peut-être elle avait toujours su. Il quitta la maison, le cœur serré, mais plus déterminé que jamais. De retour à Lyon, il retrouva Élodie devant le café, assise seule sur une marche, le regard perdu. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit-elle, avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il s'arrêta, surpris. « J'ai lu des articles, j'ai vu des photos, et je ne sais pas quoi penser. Mais j'ai trouvé ça dans une boîte de papier que le foyer m'avait remis en partant. » Elle lui tendit une feuille pliée. Théo la déplia. Une lettre, écrite à la main. Les premières lignes lui glacèrent le sang. « Théo, si tu lis ça un jour, c'est que quelque chose s'est passé. Je ne sais plus qui je suis. Tout est flou. Je crois que j'ai eu un accident. Je crois que je fuis quelque chose. J'ai peur. Je ne veux pas être retrouvé. Pas maintenant. » La signature tremblante, Camille. Théo resta immobile, incapable de parler. Ses mains tremblaient. C'était son écriture. C'était sa sœur. Et elle avait été vivante, consciente, assez lucide pour écrire ces mots, mais trop brisée pour revenir. Élodie murmura, presque inaudible. « Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, mais je crois que je me souviens de ta voix. » Le passé, si longtemps enfoui, venait de frapper à la porte, et il ne partirait plus. La lettre brûlait encore les doigts de Théo lorsqu'il rentra à l'hôtel. Il l'avait lue et relue des dizaines de fois, chaque mot gravant dans son esprit une douleur ancienne, désormais réveillée. Les phrases de Camille, ses craintes, son désarroi, confirmaient une chose. Elle n'était pas morte. Elle avait fui, blessée, confuse, brisée, mais vivante. Et cette femme qu'il croyait perdue était peut-être là, à quelques rues, sous le nom d'Élodie.
Mais même avec la lettre, même avec les souvenirs confus d'Élodie, cela ne suffisait pas. Il fallait des preuves formelles. Il contacta discrètement un détective privé, Adrien Morel, spécialisé dans les disparitions complexes. Théo lui donna tous les détails, les dates, les lieux, les noms, le collier, la lettre. Adrien prit le dossier avec un regard professionnel et commença à creuser. Pendant ce temps, Théo continua à fréquenter le café. Non plus pour interroger, mais pour observer, comprendre. Il venait chaque jour, s'installait à la même table, commandait le même thé. Élodie, d'abord méfiante, commença à baisser la garde. Leur relation, tendue au début, prenait une tournure étrange. Ils partageaient des silences, des regards lourds de sens, quelques sourires timides. Parfois, elle s'asseyait avec lui pendant ses pauses. Elle lui racontait des bribes de souvenirs, des rêves de voiture, de pluie sur des vitres, de voix familières qu'elle ne pouvait nommer, des images sans chronologie, des émotions sans contexte. Et à chaque fois qu'elle parlait, Théo reconnaissait des fragments du passé qu'il avait partagés avec Camille, des phrases typiques, des expressions qu'elle utilisait enfant. Ce n'était pas une preuve, mais c'était un écho. Un matin, Adrien Morel l'appela avec une nouvelle piste. Dans les archives hospitalières de Bordeaux, un rapport anonyme signalait l'admission d'une adolescente blessée, sans identité, un jour après la disparition officielle de Camille Laurent. Elle avait été soignée en urgence par une médecin appelée Marianne Lefebvre, avant d'être transférée vers un foyer social. Le rapport était flou, mais la date concordait exactement. Cette médecin a quitté la région peu après, expliqua Adrien. Aucune trace d'elle après ça. C'est comme si elle s'était volatilisée. Vous pensez qu'elle a été payée pour se taire ? Demanda Théo, la gorge serrée. Possible. Ou alors elle a agi par compassion. Elle a vu une jeune fille perdue, sans mémoire, et a choisi de la protéger d'un passé qu'elle pensait trop douloureux. Théo se laissa tomber dans un fauteuil. Si cette Marianne avait eu l'accord, implicite ou non, de sa propre mère, alors cela changeait tout. Cela signifiait qu'une partie de sa famille savait, et avait choisi de ne rien dire. Il retourna voir Élodie. Cette fois, il lui apporta les documents, les copies des rapports, les photos de Camille enfant. Il les posa sur la table du café après la fermeture. Elle les regarda en silence. Puis, sans un mot, elle se leva, disparut quelques instants et revint avec une petite boîte. « Ce sont des choses qu'on m'a rendues quand j'ai quitté l'orphelinat, » dit-elle. « Je ne les avais jamais vraiment regardées. » Théo ouvrit la boîte. À l'intérieur, un bracelet cassé, une photo d'école sans nom, une vieille barrette et un ticket de cinéma daté de 7 ans plus tôt. Le film projeté avait été retiré 2 jours après l'accident de Camille. Elle avait gardé ce ticket sans le savoir. Un souvenir involontaire, une preuve silencieuse. Ils restèrent là côte à contempler les objets. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était complice. Élodie murmura « C'est étrange. Une partie de moi résiste. Comme si mon corps voulait se souvenir, mais mon esprit... Non. C'est comme si je m'étais interdit de revenir en arrière. Peut-être que ton esprit te protège, dit Théo doucement. Peut-être qu'il t'a fallu tout ce temps pour être prête. Et si je ne suis pas prête? Et si je ne veux pas de cette vie que vous me décrivez? D'une mère qui m'a oublié? D'un monde que je n'ai jamais choisi? Alors je ne te forcerai à rien. Mais moi, je veux connaître ma sœur. Si tu en as la force, laisse-moi essayer. Elle le regarda longtemps, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais à mes conditions et à mon rythme. Le pacte était scellé. Ils allaient chercher ensemble, pas à pas. Non pour retrouver une vie passée, mais pour comprendre celle qui avait été volée. Il ne s'agissait plus seulement de souvenirs, il s'agissait de vérité. Et elle était là, cachée derrière les fragments oubliés. Les jours s'égrenaient, et avec eux, le poids du passé s'alourdissait. Théo, entre ses allers-retours, à Paris, et ses heures silencieuses passées au café du coin, devenait un homme différent, moins nerveux, moins arrogant. Quelque chose en lui s'effritait peu à peu. Il n'était plus seulement un héritier, un homme d'affaires, acéré. Il devenait un frère. Mais ce rôle, il ne pouvait l'assumer pleinement sans confronter l'autre pièce maîtresse du passé, sa mère, Madeleine Laurent. Femme d'apparence imperturbable, silhouette austère, toujours voilée d'une distance presque théâtrale. Depuis la mort du patriarche, elle gouvernait l'empire familial avec froideur, refusant toute émotion publique, tout écart, et surtout, refusant de parler de Camille.
Après plusieurs tentativas frustradas de obter respostas diretas, Theo decidiu que a única forma de Madeleine enfrentar a realidade seria vê-la. Ver Elodie. Olhá-la nos olhos. Sentir o que ele próprio havia sentido ao perceber os traços familiares escondidos sob uma nova identidade. Com relutância, convenceu Elodie a aceitar um encontro. Ele não a pressionou, não tentou convencê-la de que seria fácil, apenas explicou que para compreender tudo, ela precisaria conhecer a mulher que escolhera esquecer a filha. O encontro foi marcado em Paris, numa tarde fria, no salão principal da residência dos Laurent. Quando Elodie entrou, o silêncio se fez absoluto. Ela vestia algo simples, neutro, mas havia nela uma postura nova, um cuidado na forma de andar, como se procurasse se firmar em terreno instável. Madeleine a observou do alto da escada, imóvel. Quando ele descendit, chaque pas résonnait comme un écho du passé. Elle s'arrêta devant Elodie, les yeux posés sur le collier, puis sur le visage. Aucune émotion, aucune larme. « C'est elle », dit Theo, se plaçant légèrement en retrait. « Elle s'appelle Elodie, mais je crois que tu sais très bien qui elle est. » Madeleine ne répondit pas. Elle s'approcha d'Elodie, scrutant ses traits, cherchant une faille. Enfin, elle murmura « Vous lui ressemblez, mais cela ne veut rien dire. J'ai vu tant de visages dans ma vie. » Elodie soutint le regard. « Je ne vous demande pas de croire, je veux comprendre pourquoi. » La froideur de Madeleine se fissura. À peine. Elle recula, tourna les talons et se dirigea vers la véranda. Theo la suivit, furieux. « Tu vas vraiment continuer à faire semblant? Tu l'as vue, c'est elle. » Madeleine s'assit lentement, les mains tremblantes pour la première fois depuis longtemps. Elle fixait un point invisible dans le jardin. Elle était là, inconsciente, brisée. Marianne m'a appelé. Elle avait trouvé Camille dans un fossé couverte de sang, incapable de parler. Elle m'a demandé quoi faire. Et j'ai choisi. Tu as choisi de l'abandonner, rugit Theo. J'ai choisi de la laisser vivre. Sans mémoire, elle ne souffrait plus. Tu sais ce qu'elle traversait avant de disparaître? Tu sais ce qu'elle me disait le soir? Je veux m'effacer. Elle avait cessé de manger, elle fuyait tout, y compris toi. Theo sentit une claque invisible le frapper. Elle ne fuyait pas moi. Elle fuyait vous, cette maison, vos règles, cette image parfaite que tu voulais qu'elle incarne. Madeleine se leva, vacillante. Pour la première fois, ses yeux étaient humides. Je pensais que c'était mieux ainsi. Je pensais qu'elle ne reviendrait jamais. Et quand les années ont passé, j'ai appris à me convaincre qu'elle était morte. Mais elle ne l'était pas. Et tu ne m'as jamais rien dit, parce que tu l'aurais cherché. Tu aurais tout détruit. Et je ne voulais pas revivre ça. Pendant cet échange, Elodie restait silencieuse, debout près de la porte. Elle écoutait, absorbait. Chaque mot était une lame. Elle comprenait, enfin, que son abandon n'avait pas été un accident. C'était un choix, une décision froide, rationnelle. Sa propre mère avait préféré la perdre pour éviter de souffrir. Elle s'approcha lentement. « Je ne me souviens pas de vous, mais je vous ai attendu. Je ne savais pas qui j'étais, mais je pensais qu'un jour, quelqu'un viendrait. Vous n'êtes jamais venu. » Madeleine la regarda, bouleversée, mais incapable de répondre. « Je ne suis pas venu parce que j'avais trop peur. Peur de te voir brisée, peur de voir que j'avais échoué. »« Vous avez échoué, dit Elodie calmement, mais je suis encore là. Et cette fois, c'est moi qui choisis de vous tourner le dos. » Elle sortit sans un mot de plus. Theo la suivit, la rejoignit dans le jardin. « Tu as été incroyable. » Elle ne répondit pas. Le vent lui balayait les cheveux. Elle regardait au loin, les mâchoires serrées. « Je n'ai pas besoin d'elle, dit-elle enfin. Je veux comprendre qui je suis, mais je ne veux pas revenir dans ce monde. Tu n'as pas à y revenir. Ce monde-là, je ne le supporte plus, non plus. » Ils restèrent là, côte à côte, sans besoin de parler davantage. Le silence disait tout, la douleur, la colère, et cette volonté commune de reconstruire à partir des ruines. Depuis cette confrontation avec Madeleine, quelque chose avait changé entre Theo et Elodie. Une frontière invisible avait été franchie. Ce n'était plus seulement une quête de vérité, une recherche identitaire ou à soif de réponse. C'était désormais un début de relation. Fragile, hésitante, mais réelle. Theo continuait à venir chaque jour au café du coin. Non par obligation ni curiosité, mais par nécessité.
Il s'asseyait toujours à la même table, attendait patiemment qu'Élodie soit libre, et parfois, elle s'installait quelques minutes. Ils ne parlaient pas toujours de Camille. Parfois, ils échangeaient simplement sur la météo, sur les clients étranges du jour ou sur les films qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes. Peu à peu, ces moments devenaient leur routine silencieuse. Un soir, alors que le service venait de finir, Élodie l'invita à rester un peu plus longtemps. Elle sortit 2 tasses de café, s'installa en face de lui et dit sans détour « Tu es différent de l'homme qui est entré ici la première fois. Ce Théo-là, je l'aurais giflé s'il m'avait parlé encore 1 minute de plus. » Il sourit un peu gêné. « Je crois que j'avais besoin d'une bonne claque, justement. Ce jour-là, j'étais aveugle. Je ne voyais que ce qui m'arrangeait. Et maintenant ? Maintenant, je vois quelqu'un qui me ressemble plus que je ne l'aurais imaginé, et ça me fait peur. » Élodie le fixa un instant, puis baissa les yeux vers sa tasse. « J'avais passé ma vie à me demander d'où je venais, pourquoi j'étais là, pourquoi personne ne m'avait jamais cherché. J'avais fini par me dire que c'était mieux ainsi, que les gens comme moi ne venaient de nulle part. Mais toi, tu me prouves le contraire. Et c'est plus effrayant encore. Tu n'es pas seul, même si la mémoire ne revient pas, même si tout est flou, je suis là. Ce « je suis là » ne ressemblait pas à une promesse. C'était une vérité nue, presque timide. Élodie le sentit et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas une reconstruction de famille idyllique. C'était un fil ténu, tendu entre 2 existences que tout opposait. Ils décidèrent alors, ensemble, de revisiter certains lieux liés au passé. Théo proposa un premier voyage à Biarritz, la ville où Camille avait passé ses étés d'enfance. Il espérait que les paysages, les sons, les odeurs réveilleraient quelque chose. Élodie accepta, à condition qu'ils y aillent sans chauffeur, sans hôtel de luxe. Juste eux deux, et le silence de la mer. Sur la plage, Élodie marcha pieds, nue dans le sable. Le vent jouait avec ses cheveux et elle fermait les yeux, comme pour écouter au-delà du présent. Je me souviens vaguement, des rires, des serviettes mouillées, un goût de sel. Et cette chanson-là, dit-elle en pointant vers un bar diffusant une vieille mélodie française, c'était la préférée de Camille, n'est-ce pas? Théo hocha la tête, incapable de répondre. Ce sont des sensations, pas des souvenirs, mais elles viennent de quelque part, non? Oui. Et elles sont à toi, peu importe leur nom. Au retour, Théo lui proposa de l'accompagner à Paris, mais elle refusa. Elle voulait rester à Lyon dans sa vie simple, celle qu'elle s'était construite sans savoir qu'elle était issue d'un monde d'or et de silence. Mais elle accepta une chose, continuer à le voir, poursuivre ce lien étrange, ce pont entre Élodie et Camille. Il vint alors plus souvent, pas en costume, pas avec son arrogance d'héritier. Il aidait parfois à débarrasser les tables ou restait en cuisine à parler avec le vieux cuisinier qu'il avait d'abord pris pour un client capricieux. Peu à peu, le personnel du café cessa de le regarder comme un intrus. Il faisait désormais partie du décor. Un soir, Élodie entra dans le café et trouva Théo assis à sa place habituelle, en train de lire un vieux livre qu'il avait trouvé sur une étagère poussiéreuse du restaurant. Elle s'approcha, curieuse. « L'écume des jours », murmura-t-elle. « C'est un livre que j'ai toujours voulu lire, mais que je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir. »« Et si on le lisait ensemble ?» proposa Théo. Elle acquiesça. C'était absurde, presque enfantin, mais c'était aussi terriblement vrai. Un lien ne naît pas des grandes révélations. Il se tisse lentement, à travers les silences partagés, les gestes simples, les regards qui comprennent sans juger. Ils commencèrent à lire un chapitre par jour. Et à chaque page tournée, Élodie sentait en elle quelque chose se reconstruire. Pas une mémoire, mais une confiance. Le printemps arrivait lentement à Lyon, apportant une lumière plus douce et des promesses de renouveau. Le café du coin ouvrait ses fenêtres aux premiers rayons du soleil, et l'atmosphère y devenait plus légère, presque insouciante. Mais dans le cœur d'Élodie, quelque chose remuait, un pressentiment tenace qu'il restait encore des secrets à découvrir, enfouis dans les coins les plus oubliés de son passé. C'est en rangeant de vieilles boîtes dans l'arrière-salle du café qu'elle tomba sur une pochette jaunie, coincée derrière une étagère poussiéreuse. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des papiers administratifs, quelques notes du foyer Saint-Clément, et entre 2 feuilles, une lettre pliée en 4, écrite sur un papier à en-tête défraîchi. Elle la déplia lentement, avec précaution.
L'encre était légèrement effacée, mais les mots restaient lisibles. La lettre commençait simplement « à celui que j'ai laissé derrière ». Et tout de suite, la signature en bas fit trembler ses mains. Camille. Elle relut l'ouverture à voix basse. « Théo, je ne sais pas si tu liras ceci un jour. Je ne sais même pas si je suis encore en vie ou si je le suis vraiment. Mais au cas où quelqu'un retrouve ce que je suis devenu, je veux que tu saches. » Élodie s'assit, le cœur battant. Les phrases suivantes évoquaient un accident. Une voiture, une route mouillée, une peur panique, une confusion. Camille disait avoir fui, incapable d'affronter les conséquences. Elle parlait de douleur, d'un sentiment d'échec, d'une perte totale de repères. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, ni de ce que j'ai fait. Je ne suis même pas sûr que ce soit moi. Mais je me rappelle ton rire, ton entêtement, ton besoin de tout contrôler. Et je m'en veux, pas pour ce que je suis devenu, mais pour être parti sans te dire au revoir. Les dernières lignes étaient les plus poignantes. Si je ne reviens jamais, c'est que je n'ai pas trouvé le chemin. Pas parce que je ne t'aimais pas, je t'aimais, plus que tu ne l'as jamais su. Les mots résonnaient avec une force inattendue. C'était une confession, une preuve d'amour et une trace. Elle relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Même si elle ne se souvenait pas de l'avoir écrite, elle sentait, au plus profond d'elle, qu'elle en était bien l'auteur. Elle reconnaissait cette tristesse, cette voix intérieure qui l'avait toujours accompagnée sans nom ni origine. Le soir même, elle donna la lettre à Théo. Il la lut silencieusement assis à leur table habituelle. Lorsqu'il termina, il posa la feuille avec délicatesse, comme si elle était vivante. Je me rappelle le jour où Camille a pris la voiture. On s'était disputé. Elle voulait partir seule, je lui ai crié dessus. Je lui ai dit qu'elle n'était qu'une enfant gâtée. Elle est partie sans se retourner. Il passa une main sur son visage. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était morte à cause de moi, que j'avais été trop dur, trop orgueilleux. Et maintenant, je lis ça, et je comprends qu'elle ne m'a jamais quitté de cœur, qu'elle s'est perdue, et que personne ne l'a aidée à revenir. Élodie prit sa main doucement. Il y eut un long silence entre eux, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas encore dire. « Cette lettre, dit-elle, c'est la seule chose qui me parle vraiment. Je ne me souviens pas de toi, mais je me souviens de cette douleur, cette solitude. Et maintenant, je crois que je comprends pourquoi. » Ils décidèrent alors de reprendre l'enquête, mais ensemble cette fois. Ils revinrent à Bordeaux, visitèrent à nouveau l'ancien foyer, interrogèrent les anciens éducateurs, cherchant à combler les trous. Un nom revint à plusieurs reprises, Marianne Lefebvre, la femme qui avait soigné Camille, puis l'avait amenée au foyer. Mais elle restait introuvable, disparue depuis des années. Pourtant, dans un ancien carnet d'archives, ils trouvèrent un indice. Une adresse partielle avec une mention « médecin volontaire, projet rural, Drôme ». La piste était mince, mais elle existait. Théo proposa de partir dès le lendemain. Élodie accepta, déterminée. Avant de quitter Lyon, elle retourna au café, gravit l'escalier menant à son petit appartement sous les toits et regarda autour d'elle. Chaque objet, chaque meuble avait une histoire qu'elle avait construite seule. Mais désormais, elle savait qu'un autre chapitre l'attendait. Ce n'était plus une simple quête de mémoire, c'était une reconquête de soi. Avec cette lettre, elle avait retrouvé une voie oubliée. Et avec Théo à ses côtés, elle avançait pas à pas vers la vérité. Les paysages de la Drôme défilaient lentement par la fenêtre de la voiture. Champs de lavande encore endormis, collines arrondies, petits villages suspendus dans le temps. Théo et Élodie roulaient depuis l'aube, suivant une piste aussi incertaine que fragile. Le nom de Marianne Lefebvre, cette femme effacée de tous les registres officiels, restait leur seul indice concret. Une ancienne médecin bénévole, disparue sans explication, mais mentionnée dans un dossier oublié. Ils arrivèrent en début d'après-midi dans un hameau isolé, à flanc de colline. À l'entrée du village, une vieille plaque indiquait « Centre de soins, Dr Lefebvre ». C'était presque trop évident. Mais parfois, la vérité ne se cache pas. Elle attend simplement qu'on veuille bien la voir. Ils se garèrent devant une petite bâtisse en pierre claire. L'endroit semblait désert, mais une lumière filtrait à travers une fenêtre entr'ouverte. Théo frappa. Pas de réponse. Il s'imna. Frappa encore, plus fort. Finalement, une silhouette apparut à l'intérieur. Une femme âgée, cheveux blancs noués en chignon, ouvrit la porte. Elle les observa longuement, sans dire un mot. « Bonjour, vous êtes bien Marianne Lefebvre ?» demanda Théo.
Elle hocha lentement la tête. Nous venons de Bordeaux. Il y a 7 ans, vous avez amené une jeune fille dans un foyer. Elle s'appelait Élodie. Mais je crois qu'avant, elle s'appelait Camille Laurent. Ma sœur, Marianne. Lefebvre sembla figé, comme si les mots réveillaient un passé longtemps refoulé. Elle ouvrit la porte un peu plus. Entrez. À l'intérieur, l'odeur du bois sec et des herbes médicinales envahissait l'espace. Elle les fit asseoir dans un petit salon où tout semblait avoir été figé dans les années 90. « Je ne pensais jamais vous revoir », dit-elle en s'adressant à Élodie. « Vous me reconnaissez ?»« Oui, tu ne parlais pas, tu ne te souvenais de rien, tu étais couverte de bleu, de coupures. Tu avais erré sur une route de campagne, j'étais de garde à l'époque. J'ai choisi de ne pas te livrer à la police. Tu avais peur de tout, alors j'ai attendu. Et quand j'ai vu que tu ne te souvenais de rien, j'ai décidé de t'amener là où tu pourrais recommencer. » Théo serra les poings. « Vous saviez qui elle était? Vous saviez qu'elle avait une famille? Je l'ai su après, j'ai vu sa photo dans les journaux, mais votre mère m'a appelé. Elle m'a dit de ne rien faire, que tout serait mieux ainsi, qu'elle allait gérer. » Un silence lourd s'installa. « Et vous l'avez laissé faire? Vous avez choisi pour Camille ?» Marianne hocha la tête, les yeux embués. « Je pensais qu'elle ne reviendrait jamais, qu'elle était trop loin pour guérir. Je l'ai soignée, je lui ai donné une chance de renaître. C'était peut-être une erreur, mais c'était la mienne. » Élodie ne parla pas. Elle regardait la vieille femme avec une expression indéchiffrable. « J'ai trouvé une lettre, signée de ma main, je ne m'en souviens pas. Mais je l'ai écrite. Vous me l'avez confiée? Oui, tu l'avais laissée sur mon bureau. J'ai pensé que c'était un message pour toi-même. Ou pour quelqu'un que tu avais oublié. J'ai glissé la lettre dans ton dossier en espérant qu'un jour tu la relirais. Les mots étaient simples, mais leur poids était immense. Une décision prise dans le silence avait effacé 7 années de vie, d'identité, d'amour familial. Théo se leva. « Je devrais être en colère, et je le suis. Mais je vous remercie aussi. Parce que sans vous, peut-être qu'elle serait morte. Peut-être qu'elle ne serait plus là du tout. » Marianne Lefebvre se leva à son tour. « Je n'ai jamais voulu faire du mal. J'ai fait ce que j'ai cru juste. » Avant de partir, elle tendit à Élodie une petite boîte. « C'était à toi. Tu l'as laissée ici, peu après ton arrivée. Je l'ai gardée. » Dans la boîte, un bracelet en cuir tressé, une photo pliée de 2 enfants souriants et une clé. « Je ne sais pas ce qu'elle ouvre, » murmura Marianne. « Mais tu l'avais toujours autour du cou. » Sur le chemin du retour, Élodie resta silencieuse. Théo respecta ce silence. Il savait que les mots, à cet instant, ne serviraient à rien. Ce qu'ils avaient découvert ne nécessitait pas de débat. La vérité s'était dévoilée dans les creux, les absences, les décisions prises sans bruit. Le soir, dans son petit appartement au-dessus du café, Élodie ouvrit la boîte une nouvelle fois. Le bracelet usé semblait avoir été porté longtemps. La photo, elle la scruta longuement. 2 enfants dans un jardin. Elle reconnut Théo et la petite fille, au sourire éclatant. Elle-même. Elle toucha doucement l'image, puis la clé. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle ouvrait, mais elle savait que bientôt, elle le découvrirait. Théo, en bas, l'attendait. Pas comme un sauveur, pas comme un frère pressé, mais comme un homme prêt à marcher à ses côtés, même dans le silence. Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin. Les jours suivants furent marqués par une étrange tranquillité, une paix fragile, comme celle qui précède une tempête attendue. Élodie, plus silencieuse que jamais, passait de longues heures enfermée dans son petit appartement, manipulant la photo retrouvée, le bracelet en cuir et cette clé muette. Théo, quant à lui, s'efforçait de ne pas la brusquer. Il savait que la dernière étape approchait, et qu'elle serait décisive. Le doute n'habitait plus ses pensées. La lettre, les souvenirs partiels, la réaction de leur mère, la parole de Marianne Lefebvre, tout convergeait vers une même vérité. Mais pour que le monde la reconnaisse, il fallait une preuve incontestable, une preuve scientifique, un test ADN. Il attendit le bon moment. Un soir, alors qu'il partageait un repas simple dans la petite cuisine d'Élodie, il aborda le sujet avec douceur. « Je sais que tu as peur, mais ce test, ce n'est pas pour te changer. Ce n'est pas pour te faire devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. C'est juste une confirmation, une clé pour toi autant que pour moi. » Élodie acquiesça en silence.
Ses doigts jouaient nerveusement avec la chaînette du collier. Elle ne voulait pas fuir. Pas maintenant. Elle voulait savoir. Et surtout, elle voulait choisir en connaissance de cause. Ils firent le prélèvement chez un médecin de confiance de Théo, à l'écart des cliniques médiatisées. Quelques cellules buccales, un formulaire, une promesse de discrétion absolue. Le résultat devait être prêt en 3 jours. L'attente fut interminable. Pendant ces 3 jours, Élodie se replongea dans ses sensations, ses fragments. Elle relut la lettre encore et encore, effleura la photo jusqu'à la connaître par cœur. Chaque image qui lui revenait était une pièce qu'elle tentait de replacer. Des souvenirs flous de rires d'enfants, des couloirs lumineux, une balançoire grinçante, des voix masculines et féminines dont elle ne pouvait définir l'origine. Rien de net, mais de plus en plus cohérent. Théo, de son côté, oscillait entre espoir et crainte. Et s'il s'était trompé? Et si tout cela n'était qu'une vaste illusion, une coïncidence douloureuse? Il n'en dormait plus, marchait des heures dans les rues de Lyon, essayait de se convaincre que peu importait le résultat. Il savait que ce n'était pas vrai. Il avait besoin de cette vérité. Le matin du 3e jour, ils se retrouvèrent au café. Élodie avait ouvert plus tôt, mais le regard était ailleurs. Théo entra, portait une enveloppe dans la main. Elle reconnut immédiatement ce que c'était. Il ne dit rien. Il s'assit, posa l'enveloppe entre eux et attendit. C'est elle qui l'ouvrit, doucement, sans trembler. Elle sortit la feuille, lut les premières lignes à voix basse. Analyse comparative ADN, échantillon A et B, correspondance. Génétique parentale de 1er degré confirmée à 98,98%. Elle releva les yeux. Théo n'avait pas bougé, mais ses poings étaient fermés, son souffle retenu. « C'est vrai, murmura-t-elle. C'est vrai, alors. Tu es Camille, dit-il enfin. Ma sœur. » Les mots résonnèrent dans l'air comme un chant oublié. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta, près de la fenêtre. « Et maintenant, je suis censé redevenir cette fille, celle dont je ne me souviens pas? Non, tu es Élodie. Tu es Camille. Tu es les deux. Tu es toi. » Et c'est assez. Elle se retourna. Dans ses yeux, pas de panique, pas de rejet, mais une immense tristesse. Tout ce que j'ai construit, c'était pour combler un vide que je ne comprenais pas. Maintenant que je sais, je n'ai pas envie de fuir, mais je ne veux pas retourner là-bas non plus. Je ne te le demanderai jamais. Ce passé, il est à nous. Mais l'avenir, c'est toi qui le dessines. Ils restèrent là face à face, sans besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le test n'avait pas changé qui elle était. Il avait simplement donné un nom, une confirmation à ce que tous deux savaient déjà. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec la certitude étrange d'avoir franchi une frontière. Pas celle entre 2 identités, mais entre 2 temps. Elle n'était plus l'enfant oublié. Elle n'était pas non plus uniquement la femme qu'elle s'était inventée. Elle était entière, enfin. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit que le silence n'était plus une prison. C'était une réponse. La nouvelle s'était répandue dans l'intimité. Théo, après plusieurs jours de réflexion, décida qu'il était temps d'affronter sa mère, une dernière fois. Il ne voulait plus lui demander, ni supplier. Il voulait comprendre, pas pour justifier le passé, mais pour le clore. Il appela Madeleine Laurent un matin depuis le café. La voix de la vieille femme au bout du fil était glaciale, mais elle accepta de le recevoir. Aucune émotion, aucun mot sur Camille ou Élodie. Seulement une adresse, un jour, une heure, le ton d'un rendez-vous d'affaires. Théo ne proposa pas à Élodie de venir. Il savait qu'elle n'en voulait pas. Pas maintenant. Cette conversation-là, il devait l'avoir seule. Quand il arriva dans la maison familiale, rien n'avait changé. Les rideaux fermés, les meubles impeccablement polis, les murs couverts, de tableaux sans âme. Madeleine l'attendait dans le salon, un thé servi, comme si rien d'inhabituel ne devait se produire. Il posa l'enveloppe contenant le test ADN sur la table basse, sans un mot. Elle ne la toucha pas. « Tu as eu ce que tu voulais, dit-elle enfin, une vérité que tu peux brandir comme un trophée. Ce n'est pas un trophée, c'est ma sœur. Non, c'est une étrangère, une femme qui ne se souvient de rien, qui n'est plus celle que nous avons perdue. Elle n'a pas besoin d'être celle que tu avais imaginée pour mériter ton regard. » Madeleine soupira, fatiguée. « Tu crois que je ne l'aimais pas? Que je n'ai pas pleuré chaque nuit? Les premiers mois? Tu crois que j'ai été soulagé en recevant l'appel de Marianne? Non,
J'ai été détruite. Mais j'ai pris une décision que toi, tu n'aurais jamais pu prendre. J'ai choisi de respecter son désir de fuir. Elle n'a rien choisi? Elle était amnésique. Tu l'as abandonnée à une étrangère. Tu lui as volé sa chance de revenir. Madeleine trembla. Un frisson discret, mais visible. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qu'elle vivait. Elle souffrait d'un mal qu'aucun médecin n'avait su nommer. Elle disait qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle voulait disparaître pour redevenir quelqu'un. Quand Marianne m'a appelé, j'ai vu une porte se refermer. J'ai cru bien faire. Je voulais la préserver, la laisser exister ailleurs. Non, rétorqua Théo. Tu voulais te préserver toi-même, ne plus avoir à affronter ton échec, ton incapacité, à l'aimer autrement que comme une image parfaite. Elle se leva, le regard soudain durci. Et toi? Tu n'étais pas son héros, Théo. Tu passais ton temps à la juger, à vouloir qu'elle rentre dans ton monde rationnel. Tu voulais une sœur brillante, forte, conforme, pas une âme en morceaux. Le silence tomba brutalement. Théo ne nia pas. Il avait lui aussi sa part de responsabilité. Il s'assit, la tête basse. Peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Et elle aussi. Elle ne veut pas revenir ici, ni t'affronter. Mais elle veut comprendre. Elle veut savoir pourquoi. Et tu lui dois au moins ça. Madeleine resta longtemps debout, immobile. Puis elle s'approcha, lentement de la table, et prit enfin l'enveloppe. Elle l'ouvrit, lut les lignes froides du laboratoire, referma le tout avec délicatesse. Très bien. Elle est Camille, mais je ne suis plus sa mère. Peut-être pas, mais tu pourrais redevenir une femme, une humaine. Juste un instant. Elle ne répondit pas. Elle se dirigea vers un petit meuble, en sortit une clé argentée et la tendit à Théo. Son journal. Elle l'avait laissé dans sa chambre, verrouillé dans un tiroir. Je ne l'ai jamais ouvert. Peut-être que c'est à elle de le faire. Il prit la clé sans dire un mot. Elle s'assit à nouveau, mais son regard était ailleurs, tourné vers un passé figé. Je ne sais pas si je mérite son pardon, mais dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mal, de travers, mais sincèrement. Théo se leva. Il ne lui dit pas au revoir. En revenant à Lyon, il remit la clé à Élodie. Elle la regarda longuement. C'est étrange. J'ai trouvé une clé dans une boîte, il y a peu. Peut-être qu'elles vont ensemble. Ils montèrent à son appartement. Elle sortit la vieille boîte en bois retrouvée chez Marianne, essaya la clé. Elle tourna sans résistance. À l'intérieur, des feuilles froissées, une photo d'enfance et un petit carnet relié, de cuir. Élodie l'ouvrit doucement. Les premières pages étaient vides, puis des lignes apparurent, une écriture fine, nerveuse. Les pensées de Camille, ses peurs, ses espoirs, ses phrases décousues. Théo lut en silence à ses côtés. Page après page, la voix oubliée de Camille se faisait plus claire. Une adolescente brisée mais lucide. Une âme en guerre contre elle-même. Une sœur aimante mais perdue. Quand ils refermèrent le carnet, Élodie leva les yeux vers lui. « Je crois que je commence à entendre ma propre voix à travers elle. Alors c'est que tu es prête, pas pour revenir, mais pour avancer. » Et dans le silence du soir, ni l'un ni l'autre ne sentit le besoin de combler le vide. Parce que parfois, le silence dit plus que 1000 mots. Le carnet de Camille ne quitta plus Élodie. Chaque nuit, elle relisait quelques pages, parfois en silence, parfois à voix haute pour Théo. Leur rencontre devenait rituelle, simple et profonde. Une tasse de thé, une lecture partagée, un regard échangé qui n'avait plus besoin de traduction. Il n'y avait plus de tension, plus de masque. Seulement deux êtres en reconstruction, unis par des liens invisibles mais solides. Élodie avait pris une décision. Elle ne voulait pas fuir son passé, mais elle refusait de se fondre dans l'univers luxueux des Laurent. Elle n'était pas Camille d'autrefois. Elle ne serait jamais cette fille dorée qu'on avait perdue dans le labyrinthe des attentes et des silences. Elle était Élodie, construite à travers les épreuves, les absences et les petits gestes du quotidien. Un matin, alors qu'il déambulait dans les ruelles du vieux Lyon, elle s'arrêta devant une devanture abandonnée. L'ancienne boulangerie, fermée depuis des mois, portait encore l'enseigne effacée par le temps. Derrière la vitrine, poussiéreuse, on devinait un espace chaleureux, plein de potentiel. « C'est ici, dit-elle soudain. J'aimerais ouvrir quelque chose ici. Un lieu à moi. Ni hôtel, ni grande enseigne. Un endroit simple, un café. Avec des livres,
de la musique douce et des fleurs fraîches tous les jours. Théo la regarda, surpris et ému. « Tu es sérieuse ? » ?»« Plus que jamais. Je ne veux pas tourner la page, je veux en écrire une nouvelle. Et cet endroit ? Il me ressemble. » Il ne posa pas de questions, ne proposa pas de chèque. Il comprit instinctivement que cette fois, son aide ne devait pas être un acte de pouvoir, mais un geste de foi. Ils contactèrent ensemble l'agence immobilière, examinèrent les papiers, évaluèrent les travaux. Théo accompagna mais ne dirigea jamais. Il laissa Élodie choisir les couleurs, les meubles, les lumières. Il n'imposa rien. « Tu veux que je participe financièrement ?» demanda-t-il un soir hésitant. « Oui, mais comme un frère, pas comme un investisseur, et je te rembourserai, lentement, même si cela prend des années. » Il sourit. Il n'attendait rien d'autre. Les travaux commencèrent. Pendant les semaines suivantes, ils peignirent les murs ensemble, installèrent des étagères, recyclèrent des meubles trouvés dans les marchés aux puces. Le lieu prit vie peu à peu, à l'image d'Élodie, ni clinquant, ni modeste. Juste, vrai, pendant ce temps, Madeleine restait silencieuse, aucune nouvelle, ni appel, ni lettre. Théo respectait la distance. Élodie, de son côté, n'éprouvait ni haine, ni besoin de pardon. Seulement une lucidité calme. Certaines blessures ne se referment pas. Elles deviennent simplement des cicatrices qu'on apprend à porter. Un soir, alors qu'il rangeait les derniers cartons, Théo trouva un vieux tourne-disque dans une brocante et le ramena au café. Ils passèrent des heures à écouter des vinyles oubliés, assis sur le sol, riant sans raison. « Tu sais, dit Élodie, il y a quelque chose que j'ai compris en lisant ce carnet. Camille n'a jamais voulu disparaître. Elle voulait être vue autrement. Et aujourd'hui, je me sens enfin vue. Tu l'es. Et pas seulement par moi. » Elle lui prit la main, puis se leva pour accrocher, au-dessus de la porte, une petite plaque de bois sur laquelle elle avait fait graver une phrase simple, « Chez Camille. » « C'est ton prénom ?» demanda Théo. « Non, c'est celui de celle que j'étais, celle que je porte en moi et celle à qui je rends hommage. Ici, je suis Élodie, mais je ne veux plus cacher Camille. » Le jour de l'ouverture, le café accueillit ses premiers clients. Des voisins curieux, des amis du quartier, quelques anciens du foyer qu'il avait reconnus dans un article discret. Théo venait chaque jour, commandait toujours la même chose, un café noir et un pain au chocolat. Il s'asseyait dans un coin, observait sans déranger. Il était devenu ce qu'elle avait toujours voulu qu'il soit, un frère. Il ne parlait en plus du passé. Il n'était plus une énigme à résoudre, mais un terreau fertile pour ce qu'il construisait désormais. Une relation, un espace, une mémoire vivante. Et dans les murs de ce petit café, chaque sourire d'Élodie, chaque geste de Théo, chaque livre posé sur une table racontait une seule et même chose. Il est possible de reconstruire, même sur des ruines. Les mois passèrent, et le printemps céda la place à un été vibrant. Le Chez Camille était désormais un repère discret, mais bien vivant du quartier. Les passants y entraient attirés par l'odeur du café frais, la lumière douce, filtrant à travers les rideaux de lin, ou les chansons anciennes qui flottaient doucement dans l'air. Élodie, toujours derrière le comptoir, souriait aux habitués comme à des membres de sa propre histoire. Elle avait appris à vivre avec deux prénoms, deux échos d'une même âme. Élodie pour le présent qu'elle avait bâti de ses mains avec fierté et lenteur. Camille pour la mémoire qu'elle honorait sans l'idéaliser, et au croisement de ces deux noms, elle avait trouvé une paix rare. Théo continuait à venir chaque semaine, toujours à la même heure, toujours avec le même ordre. Mais à présent, il restait plus longtemps. Il s'asseyait près de la vitrine, parfois avec un livre, parfois simplement pour observer. Il ne parlait pas beaucoup, mais son silence n'était plus celui de l'homme pressé ou du frère en quête. C'était celui d'un homme qui savait enfin où il se sentait chez lui. Les murs du café portaient désormais les marques du temps, une fissure dans le coin gauche, une tache de café que personne n'avait voulu effacer. Élodie n'essayait plus de rendre l'endroit parfait. Elle le laissait respirer, comme elle, comme sa vie. Un jour de fin d'été, elle reçut une lettre sans signature, une écriture familière, fine et élégante. À l'intérieur, quelques lignes. « Je ne suis pas encore prête à entrer, mais je passe parfois devant. Je vous regarde à travers. La vitre, vous semblez heureuse et cela suffit. » Monsieur, elle resta longtemps à fixer ces mots. Madeleine. Elle n'avait pas disparu. Elle observait à distance. Peut-être qu'un jour elle franchirait la porte. Peut-être pas. Ce n'était plus une blessure.
C'était une brume douce qu'Élodie laissait flotter sans chercher à la dissiper. Le collier était toujours là, autour de son cou. Le pendentif en forme de tulipe avait perdu un peu de son éclat, mais il brillait d'une lumière plus intime, plus vraie. Il n'était plus un mystère, il était devenu un symbole, non plus de perte, mais de renaissance. Un matin, alors qu'elle ouvrait les volets du café, Théo arriva plus tôt que d'habitude. Il tenait un petit paquet. Sans un mot, il le lui tendit. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un livre, relié à la main, avec une couverture, en tissu vert pâle. Sur la première page, un titre écrit à l'encre, « Camille, fragment retrouvé ». C'était une compilation de toutes les lettres, les notes du carnet, les souvenirs que Théo avait pu réunir. Un récit discret, intime, une trace. « Ce n'est pas pour publier, dit-il, c'est juste pour toi, pour que tu n'oublies plus jamais que tu as vécu, même quand tu ne t'en souvenais pas. » Elle le serra dans ses bras, longtemps. Aucun mot ne fut échangé, aucun n'était nécessaire. Les semaines suivantes furent calmes. Le café prospérait doucement. Élodie engagea une aide pour les matins les plus chargés. Elle commença à écrire, elle aussi. De petits textes, des pensées griffonnées entre deux commandes, des rêves fugaces. Elle ne cherchait pas à raconter son histoire. Elle voulait simplement habiter pleinement sa vie. Un dimanche après-midi, un groupe de musiciens de rue entra dans le café et demanda s'il pouvait jouer quelques morceaux. Élodie accepta. Bientôt, les tables furent pleines, les rires emplirent la pièce et une chanson résonna douce et familière. Une mélodie qu'elle avait entendue jadis au bord d'une mer lointaine. Elle ferma les yeux. Et pendant quelques secondes, elle fut à la fois l'enfant dans le jardin, la jeune fille fuyant dans la nuit, la femme blessée retrouvant son nom et la Camille qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit Théo au fond de la salle levant sa tasse dans un salut silencieux. Elle lui répondit d'un sourire tranquille, parce qu'elle savait désormais. Elle était entière, elle était nouvelle, elle était Camille.